On parle d'histoire ce soir dans le Grand Direct. Je reçois en effet l'historien Pierre Birnbaum, qui est professeur à l'université de Paris 1. Bonsoir à vous. Bonsoir. Birnbaum, merci d'être là. Vous êtes à Tel Aviv pour participer à un colloque sur un sujet étonnant. En tout cas, c'est un sujet dont on fait peu souvent les gros titres, celui de la place des Juifs dans la Première Guerre mondiale. La nuance est importante. Qu'est-ce qui vous a amené tout d'abord à vous intéresser à ce sujet ? Écoutez, moi j'ai travaillé un peu sur ce sujet, mais vous avez raison de dire que c'est un sujet assez, non pas neuf, mais sur lequel il existe assez peu de travaux. Et les historiens ont assez peu réfléchi finalement à ce thème et à ce moment, qui probablement est un des moments clés en réalité de l'histoire juive, qui probablement est repoussé un peu par la Shoah, par la Seconde Guerre mondiale. Au fond, la Seconde Guerre mondiale étouffe, si vous me permettez l'expression, la Première, et en réalité, beaucoup de choses se passent durant la Première Guerre mondiale. On peut presque dire que les Juifs entrent en politique véritablement durant la Première Guerre mondiale. C'est le moment de l'expansion des nationalismes en Europe. À l'époque, la plupart des Juifs vivent en Europe. Les États-Unis vont entrer en guerre aussi. Donc on peut dire que pratiquement tous les Juifs sont partie prenante de ces guerres, y compris les Juifs d'Algérie, par exemple, qui rejoignent en masse le front et qui combattent, plus de 16 000 d'entre eux combattent dans l'armée française, 16 000 Juifs qui viennent d'Algérie. Donc c'est au fond aussi un des moments où les Juifs sont confrontés, pour la première fois dans leur histoire, à des guerres entre Juifs. Oui, c'est ça. Il n'y a pas encore ce sentiment de peuple juif ou de nation juive à venir qui fait que ces Juifs se combattent entre eux, ce qui est assez singulier. Alors, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas si encore aujourd'hui, si même aujourd'hui, cette notion de peuple juif est totalement bien comprise, parce que les Juifs vivent dans différentes nations, ils forment un ensemble, ils partagent des valeurs. Y a-t-il un peuple juif ? Tout ça mérite en tout cas examen. En tout cas, à l'époque, les Juifs s'intègrent chacun à leur nation. Et on voit dans cette espèce d'affrontement des nationalismes des Juifs qui deviennent tous nationalistes et qui vont combattre d'autres Juifs. C'est au fond peut-être la première fois dans les temps modernes que les Juifs se tuent entre eux. Ils se sont affrontés, je pense, pour la première fois durant la guerre de sécession aux États-Unis, puisqu'il y avait beaucoup de Juifs, vous le savez probablement, qui combattaient pour le Sud, contre le Nord. Mais nous sommes là en 1914, donc près de 50 ans après, vous avez des Juifs français qui combattent les armes à la main, baïonnettes à la main, des Juifs allemands. Sans se poser la question justement de savoir. Voilà, alors cette question, on ne sait pas. On ne sait pas, et pour vous répondre, je pense que je n'ai jamais vu de texte, de mémoire, où des Juifs se posent la question, et même les rabbins ne se la posent pas, ce qui est tout à fait étonnant. Si vous regardez, en tout cas du côté français, mais je crois du côté allemand aussi, si vous regardez les sermons des rabbins, ce sont des sermons contre les barbares, contre les teutons, mais il n'y a jamais un mot sur les Juifs allemands, par exemple. Il n'y a jamais un mot sur le destin des Juifs allemands. Et j'ajouterais, il n'y a jamais un mot, et c'est encore pire, sur le destin des Juifs russes, qui à l'époque connaissent des pogroms épouvantables, même s'ils se battent dans l'armée russe. Il y a des pogroms contre les Juifs russes qui se déroulent au même moment. Mais la Russie est l'allié de la France. Et donc les Juifs français ne disent pas un mot sur ce qui se passe, sur le sort que connaissent par ailleurs les Juifs russes. Donc il y a une sorte de contradiction bouleversante. J'en donne un autre exemple qui est assez peu connu. C'est le destin, c'est les Juifs américains. Ils vont entrer en guerre. Mais vous le savez très certainement, la grande masse des Juifs américains, à l'époque, provient d'Allemagne. La grande immigration, c'est une immigration issue d'Allemagne, et non pas de Pologne ou de Russie, comme on le croit souvent. Or, les Juifs allemands, ils prennent la défense de l'Allemagne. Les Juifs d'origine allemande qui vivent aux États-Unis militent, font une sorte de propagande pour le Reich. Et d'ailleurs, il y a presque des éléments de logique. Ils disent ceci, au fond, si le Reich gagne la guerre contre la Russie, ils vont émanciper les Juifs russes. Donc vous voyez, on est pris dans des contradictions tout à fait bouleversantes qui méritent d'être étudiées, d'autant plus que cette Première Guerre mondiale est aussi le moment de la déclaration Balfour, qui va mener donc à Israël. Ça va être aussi le lieu
au moment de la résolution de la conférence de Versailles. Et donc, Israël est déjà, la Palestine, la question de la naissance d'Israël trouve ici un temps d'épanouissement dans ce contexte d'éclatement des nationalismes, le nationalisme proprement juif, qui est pas tellement finalement accepté par les juifs européens, vous le savez bien. Oui, qui passe quand même au second plan derrière l'appartenance nationale. Absolument. Là, les juifs français défendent le drapeau tricolore dans cette Première Guerre mondiale. De même que les juifs allemands ou les juifs russes ou les juifs anglais. Les juifs à cette époque sont, pour la plupart d'entre eux, très hostiles au sionisme. Et pourtant, il y a eu l'affaire Dreyfus, qui est toute fraîche encore dans les esprits. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas dans l'approche de cette guerre mondiale, alors, justement? C'est une question tout à fait intéressante, et il se trouve que j'ai travaillé un peu sur l'affaire Dreyfus. Et pour répondre de manière très simple à votre question, vous savez que l'affaire Dreyfus est un trauma terrible pour les juifs français, qui sont partie prenante de cette nation et qui d'un seul coup se voient mis de côté, se voient repoussés. Or, le capitaine Dreyfus, au bout d'un certain temps, nous sommes en 1906, est reconnu innocent. Et au fond, c'est le seul exemple où un juif, le destin d'un juif, bouleverse toute une société. Au fond, la gloire de la France, c'est à la fois... La difficulté, c'est l'affaire Dreyfus en elle-même, mais la gloire de ces Français, c'est de reconnaître et de prêter tellement attention à cette affaire, jusqu'à se partager, jusqu'à provoquer presque une guerre civile. Or, le capitaine Dreyfus est reconnu innocent en 1906. Que fait le capitaine Dreyfus en 1914 ? Eh bien, il a été réintégré dans l'armée, il retourne, il s'engage, il est sur le front, et que fait-il ? Il rencontre son frère, son fils, Pierre, qui lui a été mobilisé. Et il y a un moment tout à fait bouleversant, je dirais, pour le destin juif, dans la symbolique, vous voyez, où les deux Dreyfus, père et fils, sont en même temps dans l'armée française, combattant les Allemands, alors que lui-même avait été accusé d'être un espion favorable au Reich. Vous voyez, on a une sorte d'entrelac des causalités historiques qui donne à la Première Guerre mondiale un côté tout à fait bouleversant et tout à fait essentiel pour comprendre l'histoire juive contemporaine. Et du côté allemand, c'est la même chose. Les juifs allemands aussi défendent avec ferveur ce pays, ce drapeau, qui pourtant va les rejeter quelques années plus tard. Les juifs allemands, de même que les juifs français qui vont être rejetés par Dreyfus, par Vichy, il ne faut pas oublier, les juifs français se battent, mais ils vont être rejetés par Vichy. Les juifs allemands se battent également pour le Reich, et vous connaissez, j'imagine, ces photos tout à fait bouleversantes, où l'on voit les juifs allemands prier pendant Yom Kippour, exactement au même moment où les juifs français prient à Yom Kippour en uniforme, avec le livre saint à la main, en train de prier. On les voit des deux côtés au même moment. Voyez. Donc les juifs allemands prient tout autant et s'engagent tout autant. Simplement, ils sont dans une société où ils n'ont pas été émancipés, où il n'y a aucun général juif en Allemagne, il n'y a aucun capitaine juif, il n'y a pratiquement pas d'officier juif en Allemagne, puisque c'est une société encore chrétienne, et donc qui est fermée aux juifs. Donc, oui, le patriotisme est très fort, est immense, est total, vous voyez. Mais le patriotisme ne s'exprime pas vraiment de la même manière, puisque du côté français, les juifs sont émancipés depuis la Révolution, et s'il y a eu l'affaire Dreyfus, c'est parce qu'il y a un capitaine Dreyfus à l'état-major de l'armée, et il n'est même pas le premier. Et c'est le seul exemple au monde, dans les sociétés contemporaines. Il y a un premier général juif qui est nommé général en 1870, ou 1865, je pense, Abraham C. Vous avez pendant la Première Guerre mondiale 8 généraux juifs à la tête de divisions de l'armée française et qui portent des noms juifs, Mardoché, Abraham, et qui sont à la tête de divisions de l'armée française. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Russie, ce n'est pas le cas en Angleterre non plus. Il n'empêche que là aussi, les Juifs, au fond, par patriotisme, s'engagent et meurent pour leur patrie. Eh ben voilà, en tout cas, un sujet qui mérite d'être approfondi. Vous le ferez donc bien à partir de demain à l'Université de Tel Aviv. Merci, professeur Pierre Birnbaum, d'avoir été ce soir l'invité du Grand Direct pour évoquer donc la place et le rôle des Juifs dans cette Première Guerre mondiale. Merci à vous d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir.